Bienvenue sur We Are, l'émission qui met en avant les afrodescendants dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui avec nous, Diane, sexologue clinicienne. Et célibataire. Bonjour Diane. Bonjour Mélia. Bienvenue sur We Are, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors rentrons dans le vif du sujet. Tu es sexologue clinicienne, qu'est-ce que c'est? Alors une sexologue clinicienne est un individu qui va interroger la personne, l'individu ou le couple afin de pouvoir l'aider à améliorer sa vie relationnelle, affective et sexuelle à toutes les phases, toutes les étapes de sa vie sexuelle, que ce soit avant le mariage, avant de débuter une vie sexuelle, dans le mariage, quand on est actif ou après une grossesse, ou même après la ménopause ou quand on est un peu plus âgé, qu'on a quand même envie de continuer à avoir une vie sexuelle épanouie. Donc tout le long d'une vie en fait. Exactement. Et est-ce qu'on peut comparer une sexologue à un psychologue ou un médecin généraliste? On a en commun qu'on utilise parfois une approche thérapeutique, mais on ne fait absolument pas le même métier. Et depuis combien de temps exerces-tu? J'exerce maintenant en Belgique depuis 2 ans. Alors, une question qui me brûle les lèvres depuis un bon petit moment, et je pense que les spectateurs aussi. Qui sont tes patients et pour quel genre de mots te consulte-t-on? Alors, mes patients, j'ai une patientèle qui est très très diversifiée. On a beaucoup de femmes, beaucoup d'afrodescendantes aussi. On a quelques hommes qui viennent pour différentes pathologies ou dysfonctions. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce métier? Je pense qu'il était pour moi évident que la sexualité est quelque chose dont on devait parler, puisque ça fait partie des tabous de la société qui ne devraient pas être des tabous, puisque tout le monde le fait. Tout le monde le fait, tout le monde en parle. On le voit pour vendre un dentifrice à la pub sur un mur. On va voir une femme qui est à moitié nue. Donc il y a cet attrait pour la sexualité, mais personne ne parle vraiment de ce qui se cache derrière la sexualité, les dysfonctions qu'on peut rencontrer quand on est actif sexuellement. Et tout le monde en rencontre à un moment donné dans sa vie. Exactement. Et on a peur d'en parler. Je me suis dit, pourquoi ne pas se former dedans et en parler, parce que je suis très à l'aise avec ce sujet-là. Et dans notre communauté, parce que tu dis qu'il y a beaucoup de tes patients qui sont afrodescendants, comment ils t'approchent? Parce que quand on a un problème de ce côté-là, notre impudicité fait quand même qu'on ne va pas tout de suite penser à « Ah, je vais appeler un sexologue ». Alors, comment ça se passe? Alors, j'ai une double contrainte, c'est que je suis approchée par des afrodescendants, je suis approchée par des chrétiens aussi, parce que j'ai la particularité d'être sexologue et chrétienne, donc mon approche du travail est différente. Et donc quand on a un problème, on ne va pas venir vers moi en me disant j'ai ce problème-là, parce que la plupart du temps on ne le sait pas. Donc c'est sur les réseaux sociaux, donc tous les mercredis sur ma page, je fais des quiz. Et dans les quiz, je pose des questions et les gens doivent y répondre. Et quel genre de questions poses-tu sur tes quiz qui leur permettent de t'approcher? On a des questions qui ont attrait par exemple à des dyspareunies ou des vaginismes. Ce sont des douleurs qui sont liées à la pénétration par exemple. Et certaines vont se reconnaître et dire ah, moi aussi j'ai eu l'expérience de mon dernier ébat où j'ai eu un inconfort au moment de la pénétration. Et là, on va aller dans mes DM, m'envoyer un petit message pour avoir un complément d'information. Ou on va répondre à mes questions ou aller dans les posts que je fais régulièrement où je donne des informations sur le sujet. Donc c'est à partir d'informations que je vais donner aux gens. Ils vont se sentir concernés, ils vont pouvoir se reconnaître dans ce que je dis et alors ils vont venir me consulter. Et donc par conséquent, le premier contact qu'ils prennent avec toi, c'est par les réseaux parce que ça reste quand même assez anonyme. Ça reste anonyme et on a de plus en plus, parce que 2020 et sa particularité de distance, n'est-ce pas, a permis que je puisse consulter maintenant en ligne. Effectivement, et c'est une nouvelle manière de consulter, plus besoin d'être face à face. Exactement, et au départ j'avais peur, mais puis finalement je me rends compte que ça se passe très très bien, donc on peut consulter en ligne et donc les gens ont encore moins peur parce qu'ils ne sont pas face à moi. Clairement, je peux imaginer que le fait de ne pas être face à quelqu'un peut rendre les choses plus faciles et un petit peu impersonnelles. Dans le confort de son lit. Dans le confort de sa propre Tu peux être dans ta chambre, domicile, effectivement. Il n'y a personne qui te regarde, il y a juste ta thérapeute et toi l'un en face de l'autre et on peut discuter. Par conséquent, quand j'entends tout ça, ça sonne très très positif, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'en tant que femme, en tant qu'africaine, en tant que sexologue, tu as quand même dû avoir des difficultés, des obstacles dans ta fonction. Est-ce que tu peux partager un petit peu avec nous ce que ça a été et surtout comment tu les as surmontés? Pour dire vrai, je pense que je suis mon propre ennemi. Je suis la première à avoir pensé que les gens allaient m'accueillir d'une certaine manière. Et je suis agréablement surprise de constater que ma génération est prête à avoir ce genre de conversation, elle est prête à avoir ce genre de débat. Elle est prête à consulter un thérapeute pour améliorer sa vie relationnelle, affective et sexuelle. On a arrêté de traiter la santé mentale ou la santé sexuelle comme étant un problème de l'autre, de caucasien. C'est vrai, parce qu'on dit souvent, par exemple, c'est ce qu'on disait à l'époque par rapport au stress, que le stress c'était un problème de blanc, que nous les Africains, on ne souffrait pas de stress. Or, le stress touche tout le monde, c'est un problème humain. Clairement.
Donc les problèmes sexuels sont des problèmes qui sont humains. Donc je n'ai pas eu de problème, personne n'est jamais venu me dire ne fais pas ça. Si je vais avoir quelques commentaires ici et là, en général ça vient des hommes qui d'un seul coup se sentent défiés dans leur sexualité, dans leur virilité. Or, ce n'est pas du tout le cas. Est-ce qu'on peut dire que notre génération de milieu, on va dire donc les trentenaires et un petit peu plus, sont ouverts à la conversation et sont ouverts à apprendre sur les soucis qu'ils ont dans ce domaine précis? On a une génération qui est beaucoup plus ouverte que la précédente. On a une génération qui a envie d'apprendre, il y a une génération qui va chercher l'information, qui essaie de se défaire du passé et des coutumes et du poids des croyances. Parce que clairement, ce n'était pas des conversations qu'on pouvait avoir avec nos parents, du moins pas tous les parents. Enfin... Je n'ai jamais eu de conversation sur le sexe avec ma mère ou mon père. Ma première conversation sur la sexualité ou sur le mot sexe avec mon père date d'il y a 2 mois, quand il a découvert l'émission du Ekimacho. Ah oui. Et qui m'a appelée avec tellement de fierté en me disant « Ma fille, j'ai appris des choses grâce à toi que je ne savais pas. » Ah waouh, ça c'est mémorable. J'étais en larmes. Ouais, je veux bien croire. De me dire que mon père, 60aine d'années, a appris des choses sur la sexualité et il est assez humble que pour reconnaître mon expertise et valoriser mon acquis. Et clairement, parce que c'est pas donné à tout le monde, parce que ça nous pousse, du moins en tant que parents, à devoir aller retourner dans nous-mêmes, faire une introspective et se demander si on a vraiment abordé le sujet comme on aurait dû. Et par rapport à la famille, par rapport à nos enfants, moi je suis maman, j'ai une jeune fille de 13 ans, comment on aborde, un conseil si je devais aborder ça avec ma fille? Alors si on doit aborder ça avec cette grande fille que tu as, on commence par lui parler d'hygiène, on commence par lui parler d'intimité. Avant même qu'on arrive à lui parler de sexualité et de comment est-ce qu'on fait les bébés, c'est déjà trop tard. Est-ce qu'on peut lui parler de comment laver sa vulve et pas laver ses fesses? Parce qu'elle n'a pas de fesses, elle a une vulve, elle a un vagin. Pouvoir nommer les choses. Et donc, voilà, vraiment choisir les adjectifs correspondants. Oui. Pouvoir nommer, arrêter de dire ton minou, ta fleur. C'est pas une fleur, c'est pas un minou, ça n'a jamais miaulé. Okay? C'est une vulve. Pouvoir nommer, lui parler des lèvres. Comment est-ce que tu laves tes lèvres? Tu auras des sécrétions. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elles sont liées, parce que là, elle est rentrée dans l'adolescence, elle va avoir ses premières règles. Commencer à lui parler, finalement, quel est ce changement hormonal que tu vas ressentir? La puberté, qu'est-ce que c'est? Clairement, toutes ces étapes. Quand tu peux établir cette relation avec ton enfant où l'intimité entre elle et toi est établie, vous pouvez parler de sexualité plus tard. Elle pourra venir te voir après quand elle commence une vie sexuelle ou pas. Donc en fait, comme dans toute chose, c'est garder la conversation ouverte et continuer à communiquer en toute chose. Oui. Et respecter la temporalité de l'enfant. Si ta fille n'est pas prête à parler de certaines choses, ne la force pas. Clairement. Ne lui donne pas des informations dont elle n'a pas besoin. Parce qu'on risquerait de traumatiser un enfant en lui disant des choses, en lui faisant peur, comme ça peut être le cas pour nous. Maintenant que tu as tes règles, tu vas tomber enceinte, il faut fermer tes jambes. C'est avoir ce respect que tu aurais aimé qu'on ait pour toi. Il faut l'avoir aussi pour ton enfant. Non, je comprends. Et merci pour ce conseil. Et revenons un petit peu sur le sujet qu'on a abordé, parlant du parcours. Dans We Are, on aime bien motiver, on aime bien donner de la force à nos téléspectateurs. Et par conséquent, si tu devais leur donner un conseil par rapport à leurs rêves, à leurs objectifs qu'ils se sont donnés, quel serait ton message pour nos téléspectateurs? Alors mon message, si je regarde mon parcours qui est assez atypique, j'ai commencé par un premier bachelier en coopération internationale à Namur, puis j'ai fait un second bachelier, donc j'ai réussi mon premier bachelier. Puis d'accord, j'ai lancé une association humanitaire qui s'appelle Luz d'Esperanza. J'ai fait un second bachelier à l'ULB en sciences humaines, que j'ai terminé aussi. Puis j'ai fait un premier master en santé publique et j'ai fait un second master complémentaire, donc un certificat en sexologie. Donc des longues études, tout ça. Bac plus 10, bac plus 15. J'aime étudier, j'aime apprendre. Mais on peut dire que ça n'a pas été simple. Donc... Ça n'a jamais été simple. Je pense que quand tu veux... Pour moi, l'école n'est pas une question d'intelligence, mais une question de persévérance. Quand tu veux vraiment quelque chose, donne-toi les moyens de tes ambitions. Parce qu'au moment où je veux commencer mon master à l'ULB, on me dit « Oh, tu viens de haute école, tu ne pourras pas. » Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à frapper à la porte et à essayer que Dieu ouvre la bonne. Et je savais que je voulais être sexologue. Je savais que je voulais travailler dans ce domaine-là. Donc j'ai poussé toutes les portes possibles et imaginables jusqu'à ce que j'y arrive. Donc pour toi, le conseil du jour, ce serait... Persévère. Persévère en toutes choses. Persévère. Et ton chemin ne doit pas ressembler au chemin d'autres personnes. Ton chemin, c'est ton chemin.
Nous arrivons tout doucement à la fin de notre Déjà épisode. Oui, j'ai passé un super bon moment. J'espère que vous aussi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre présence. Par contre, Diane, juste avant qu'on se quitte, si nos téléspectateurs veulent te suivre, connaître ton actu, prendre part au quiz dont tu nous parlais, je sais aussi que tu as d'autres activités, dont un Girl Talk bientôt qui va se prendre place, je pense, au mois de septembre. On a des produits que nous vendons. Il y a des produits aussi, donc parle-nous un petit peu de ton actu juste avant qu'on se quitte, de façon à ce que nos téléspectateurs puissent te trouver et te suivre et te contacter pour une consultation si nécessaire. Ce sera nécessaire, faut qu'on discutons. Alors, nous avons en effet ce mois de septembre, le 10, 11 et 12, le 17, 18 et 19, nous avons 2 week-ends. 2 Girl Talks sont des week-ends où on va pouvoir échanger sur la santé mentale, la santé sexuelle et la santé financière. Et on parlera de spiritualité aussi et comment est-ce que tout ça est englobé dans notre vie. Il y en aura, donc le premier événement a lieu au château du lac de Genneval, donc c'est à Genneval. Et il y en a un second dans les Ardennes flamandes, toujours dans un cadre qui est plutôt classe, comme ça on passe un bon moment entre femmes. Et nous avons des produits, donc j'ai des coupons d'amour qui m'aident dans mes consultations, mais que les couples peuvent acheter aussi pour pouvoir améliorer leur communication, pouvoir continuer à flirter l'un avec l'autre et pouvoir améliorer leur vie sexuelle directement dans leur chambre. Et par conséquent, tout ça, on peut les retrouver sur quel réseau? Je crois que c'était Mboyo. Je suis très active sur Instagram, donc c'est Diane Mboyo, Diane.Mboyo, et là vous pouvez me trouver. Diane, encore un grand merci. Merci d'avoir été avec nous. Vous étiez sur We Are. Si cet épisode vous a plu, vous a motivé, vous a encouragé, alors allez sur la page, likez, partagez, commentez. Et entre-temps, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.